Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques, parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et je vous présente mon invitée, Isabelle, qui va nous raconter son parcours. Isabelle est data analyst dans une enseigne de distribution d'électroménager. Bonjour Isabelle. Bonjour Béatrice. Est-ce que tu peux décrire brièvement ce que tu fais actuellement ? Brièvement, je vais essayer. Comme tu l'as dit, je suis donc data analyst dans une enseigne de distribution d'électroménager et mon rôle c'est de travailler sur la durabilité des produits que l'on vend. Donc mon objectif principal ça va être de scorer, c'est-à-dire de noter chaque produit en fonction de sa durabilité. La durabilité qu'on a définie comme la moyenne entre la fiabilité et la réparabilité d'un produit. Et donc tout ça, c'est dans le cadre d'une lutte contre l'obsolescence programmée. Data analyst, comment est-ce que tu définirais vraiment ce métier ? Alors c'est difficile parce que c'est un métier qui est jeune, donc les contours sont encore un peu poreux. Globalement, on va distinguer en fait data analyst et data scientist, c'est-à-dire que data analyst, on va, comme le nom l'indique, analyser des données existantes, alors que le data scientist, il va essayer de faire plutôt des modèles prédictifs, d'être dans la prospection. Donc moi je vais vraiment en fait juste, à partir de données existantes, essayer de décrire et de créer des indicateurs. Je vais pas être dans la prospection, dans l'invention, dans la modélisation pour l'avenir. Ok, toujours par rapport à ton métier, comment est-ce que t'en es arrivée là ? Par beaucoup de chemins de traverse. J'ai fait un bac S et puis après j'ai enchaîné sur une prépa BL. Donc la prépa BL c'est un petit peu une prépa très généraliste, plutôt orientée littéraire mais où on garde un peu des maths. Donc en fait c'est un peu un non-choix. Quand tu sors du lycée, c'est rester dans les matières du lycée. Au sortir de la prépa, j'avais repéré un double diplôme qui m'intéressait bien entre une école de commerce et une école d'histoire de l'art. Donc c'est là que je me suis orientée, un peu encore un non-choix puisque voilà, je gardais un peu les pieds dans deux disciplines, enfin des humanités et une école qui allait m'apporter un métier. Et en fait, ce que j'avais toujours gardé par contre en ligne, en trame de fond, c'est un peu l'analyse statistique. J'ai toujours beaucoup aimé la sociologie parce que on peut y distinguer voilà les grandes trames, les grandes lignes de fond, les grandes tendances de la société. En fait, une des choses que j'ai essayé de retrouver à la fois dans mes études en école de commerce et dans mes études en histoire de l'art, c'est-à-dire qu'en histoire de l'art, j'ai fait ce qu'on appelle des digital humanities, donc c'est en fait du traitement un peu à grande échelle de données des humanités, et là en l'occurrence d'histoire de l'art. Et dans ma formation d'école de commerce, ça a été une spécialisation vraiment technique en analyse de données. Et donc voilà, c'est ça qui m'a menée en fait en dernière année d'école à travailler avec cette enseigne de distribution qui travaillait sur ce projet sur la durabilité. Quand on est dans le domaine de l'analyse de données, c'est assez rare. On va plutôt être sur des métiers de marketing où on va faire des profils de clients pour mieux vendre. Et là, l'objectif, il s'agissait donc non pas de vendre plus, mais de vendre mieux, et ça me paraissait donc plus intéressant. T'as parlé d'une école d'histoire de l'art, mais actuellement c'est pas du tout ce que tu fais. Ouais, non, je fais pas du tout d'histoire de l'art. Cela dit, j'utilise quand même toutes mes études dans les humanités, donc littérature, philosophie, histoire, tout ça, je l'utilise encore dans, disons, mes hobbies. Puisque à côté de mon métier de data analyst, je suis professeure d'éducation morale et religieuse dans un centre culturel et cultuel, que j'ai aussi à mon actif un podcast qui s'appelle Tohubohu et qui parle en fait, qui essaye d'aborder la Bible d'un point de vue laïque, séculaire et presque un peu pop culture. Voilà. Ok, donc en fait tu fais plein de choses qui n'ont pas vraiment beaucoup à voir les unes avec les autres, c'est intéressant. Donc là, tu t'as parlé de l'école de commerce que t'as fait, de l'école d'art que t'as fait. Donc ces écoles que t'as faites, c'est quand même des très bonnes écoles au niveau national, mais aussi au niveau mondial quand même. Est-ce que pour toi c'est important de faire des écoles qui sont vraiment des très bonnes écoles, ou c'est vraiment voilà, ton dossier était bon et t'as été prise, ou alors c'était vraiment un critère pour toi d'entrer dans ces écoles-là ? Alors pour moi personnellement c'était un critère parce que comme je l'ai dit, en fait je savais pas tellement ce que je voulais faire.
Donc j'avais un petit peu cet a priori, en tout cas ce parti pris. Tu vas vers le meilleur, comme ça ensuite tu auras le choix. Après c'est vraiment un parti pris personnel, je pense que quand on sait ce qu'on veut, et d'ailleurs typiquement pour l'école de commerce que j'ai faite, je l'ai quand même choisie parce qu'elle avait ce double diplôme là. Donc là je savais un peu plus ce que je voulais, je savais que je voulais garder cette ouverture vers les humanités, vers l'histoire de l'art, etc. Donc là j'ai un peu plus choisi, mais voilà, c'était il y a beaucoup de non-choix dans le choix de l'excellence en fait. C'est parce que on sait pas trop ce qu'on veut, donc on essaye de se garder toutes les portes ouvertes et du coup on prend le meilleur qu'on peut tant que le dossier le permet. Enfin voilà, c'est un choix personnel. Après vraiment je pense pas du tout que ce soit forcément le bon choix ni le choix à faire pour tout le monde. Enfin typiquement voilà, j'ai pas fait de la fac. Et pourtant, je pense pas du tout que ce soit un repoussoir à l'université, ça me semble être une très bonne formation, au contraire. Et aujourd'hui, pour un pan de ma formation, je regrette presque, plutôt que d'avoir fait cette école d'histoire de l'art, de pas avoir plutôt fait une formation à la fac, parce que ça m'a tenue éloignée d'un monde qui du coup me reste un peu inconnu. Et je pense que si j'avais eu envie de continuer à approfondir mes études dans les humanités, c'est par la fac qu'il aurait fallu passer, et pour le coup, bah voilà, j'en reste assez extérieure. Enfin là-dessus, choix des écoles, voilà, pour moi c'est aussi en fonction de la politique de l'école, de à quel point elle nous parle. Enfin, je sais que pour mes concours justement d'école de commerce, il y a certaines écoles où j'ai eu des très bons résultats, d'autres où j'ai eu des très mauvais résultats pour les entretiens oraux, et ça tenait aussi à est-ce que l'école me parlait ou pas. Et ça avait un très grand rôle aussi du coup dans la préparation des entretiens. Donc je trouve que voilà, j'ai eu des très bonnes notes là où l'école elle me correspondait vraiment aussi. Pour revenir à ton métier de data analyst, c'est pas vraiment un métier dont quand on est petite, on rêve. Quand t'étais plus jeune, de quoi est-ce que tu rêvais comme métier à faire plus tard? Moi je pense que j'ai toujours voulu être prof ou maîtresse, enfin voilà, maîtresse quand j'étais petite, prof plus tard. J'aimais l'école, j'ai toujours aimé l'école, ça me plaisait, ça me plaît toujours, bah voilà, c'est aussi le métier que j'exerce un peu en off, comme on dirait, donc le week-end. Enseigner, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, avoir le contact avec des plus jeunes, avoir aussi cet espace de discussion, je trouve que c'est pas seulement enrichissant, ça c'est vraiment voilà la tarte à la crème, mais c'est toujours vrai et ça mérite d'être rappelé. C'est motivant en fait, il y a quelque chose, c'est énergisant, ça fait rire, on a toujours beaucoup de surprises, de bonnes et de mauvaises parfois, mais on est toujours surpris par ce que les gens vont nous sortir, et c'est aussi se confronter toujours à l'altérité quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup le mois dernier, on a interviewé Agatha Liévin-Bazin, qui a fait également de l'enseignement et qui nous disait des choses assez similaires sur son rapport à la transmission. Et du coup, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu te vois continuer dans l'enseignement plus tard, par exemple comme métier principal, ou pas du tout? C'est une bonne question. Je pense que... Disons que je vais voir un petit peu où la vie me mène, parce que il faut pas se mentir, il y a aussi des contraintes matérielles. Et data analyst rapporte plutôt bien, enseignant plutôt moins bien. Donc c'est une vraie décision à prendre pour le coup, enfin à mûrir, et c'est une vraie réflexion, même reprendre des études en sciences sociales, c'est une question que je me pose quand même depuis plusieurs années. Mais je saurais pas te répondre avec une réponse fixe, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, et en tout cas c'est vrai que j'ai envie qu'en tout cas ça ait une place importante dans ma vie. Après, ce que je dirais aussi, c'est que quand j'ai choisi le métier de data analyst, quand j'ai choisi de postuler à ce job-là, je l'ai fait aussi parce que d'une part les valeurs que j'allais défendre via ma mission m'intéressaient, me tenaient à cœur, mais aussi parce que c'était pas non plus ma passion incroyable dans la vie, et j'avais pas envie d'être bouffée par mon job, j'avais pas du tout envie d'être dans un job passion où je me consume, où j'ai plus de temps pour moi. J'ai une famille que j'aime beaucoup et dont je suis proche, à laquelle j'ai envie de donner du temps. J'avais justement cet emploi d'enseignante le week-end et que j'avais aussi envie de conserver,
Vraiment, j'avais pas envie d'être dans quelque chose de très passionné et passionnel. J'avais envie d'être dans un rapport assez... En fait, je dis souvent, j'avais envie d'être comptable, quoi. De faire mon job et puis de rentrer le soir et de vraiment plus du tout y penser. Et pouvoir faire autre chose et être détendue par rapport à ça, être libre aussi dans mes actions. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont notre génération est vraiment victime. Mais en plus, en école de commerce, on a un peu du bourrage de crâne par rapport à ça. C'est-à-dire que pour que ta vie ait un sens, il faut que ton job soit ta passion. Et ça, j'y crois pas du tout. Mon job, c'est pas ma passion. En revanche, j'ai beaucoup de temps pour exercer ce que j'aime, pour faire ce que j'aime, pour réfléchir, pour enseigner, mais aussi pour faire le podcast, et voilà. Et cette liberté-là, je l'aurais pas eue si, je pense, j'avais fait tout de suite un métier passion. Et donc, j'aime bien avoir cet équilibre, en fait, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et pas me sentir prisonnière de mes passions. Encore une fois, c'est une posture très personnelle. J'avais vraiment ces réflexions-là en fin d'école, et c'est pas du tout une accusation pour ceux qui s'adonnent complètement à leur job, au contraire. Je pense que voilà, moi j'avais besoin d'avoir plus cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui soit respecté pour vivre bien en fait mes passions, pour qu'elles deviennent pas une sorte de prison pour moi. Même si c'est pas un boulot passion, qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui te satisfait le plus, où tu te dis là je suis contente, là je suis fière de moi, dans quoi tu t'épanouis? Alors déjà, j'ai beaucoup de chance parce que je vois une concrétisation très physique à mon travail, c'est-à-dire que je crée des indicateurs et ensuite en fait on fait des sélections donc en magasin des produits les plus durables où il y a écrit voilà choix durable, ce produit est choix durable. Par Isabelle Non, il y a pas écrit mon nom, mais en tout cas en fait c'est quelque chose que je peux montrer aux autres. On fait une espèce de benchmark donc de podium des meilleures marques sur certains produits, et ça c'est public, donc c'est publié, et donc je peux le partager avec mes amis, avec ma famille, sur LinkedIn si j'ai envie de montrer mes accomplissements professionnels, mais il y a beaucoup en fait de satisfaction à avoir un travail publié en fait, à avoir une vraie reconnaissance du coup dans son travail parce que tout le monde le voit, et c'est vrai qu'en fait je dirais qu'il y a quand même 90% du travail en entreprise qui est un travail caché, qui est le travail de telle personne qui revoit les comptes pour que ça fonctionne bien, et beaucoup de chaînes aussi, et c'est vrai que moi je suis pas dans une dynamique de chaîne, j'ai de bout en bout toute la chaîne du travail, parce que pour l'instant je suis dans un petit service ou une petite cellule innovante, disons, au sein de mon entreprise, donc c'est moi qui fais quasiment tout le travail de bout en bout, et ça aussi c'est très satisfaisant parce qu'on a une vraie maîtrise sur ce qu'on fait. Voilà, je fais le travail de la récolte des données jusqu'à leur publication, voilà, ça va être moi. Pour finir cette première partie, je voudrais te demander si tu faisais pas ce job-là, du coup, qu'est-ce que tu ferais? Disons que si j'étais pas data analyst, je pense que je serais prof, hein. Non, mais je pense que je ferais des études dans la recherche ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que c'est ça qui m'aurait plu. Et sinon, peut-être quelque chose à voir avec le journalisme. Quelque chose d'assez proche de ce que je fais aujourd'hui avec mon podcast Toy Boyu. Donc entre la médiation et la vulgarisation. Ceci est la fin de la première partie de cet épisode. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part pour ton podcast ou alors te poser des questions? Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte s'appelle Voca Radio, et sinon écoutez Tohu Bohu sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou directement sur encore.fm/Voca Radio. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté la première partie de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et la seconde partie sortira comme d'habitude mardi prochain. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires éventuels ou questions sur Twitter, Instagram ou à nous envoyer un email qui se trouve en description de ce podcast. À bientôt!